Allez, on rattaque. Et on rattaque avec un moment. Alors, les moments des rencontres, c'est toujours des moments où les symboles sont importants. Et pour nous, il y a un moment symbolique particulièrement qui nous tient à cœur. C'est ce moment où on va signer une convention de partenariat avec l'association Coactis Santé. Alors, probablement, vous ne connaissez pas cette association, mais certainement que si aussi. D'accord. Comme Édouard Philippe, il y en a qui connaissent dans la salle. Donc, il y a des Marseillais qui connaissent Coactis, voilà. Non, Coactis, c'est une association qui a pour but de favoriser l'accès des personnes en situation de handicap, l'accès à la santé de ces personnes en handicap. Et ces personnes en situation de handicap sont particulièrement... l'accès à la santé est particulièrement compliqué pour eux. Et les maisons de santé doivent favoriser leur parcours. Mais peut-être, nous n'avons pas toujours les connaissances, les outils pour mieux appréhender ce parcours et le faciliter. Et cette coopération avec Coactis Santé, cette convention a pour but de nous mettre à disposition des outils de consultation dans nos pratiques au quotidien. Et ces outils seront mis sur nos sites, sur les sites des fédérations régionales, et naturellement avec un accès aussi privilégié pour les maisons de santé pour utiliser ces outils sur le site de l'association. Donc pour nous, c'est un moment symbolique et extrêmement important, et j'espère que toutes les maisons de santé qui sont face à des personnes en situation de vulnérabilité à cause des problématiques de handicap pourront se servir de ces outils. Et c'est vraiment l'objet de cette convention. Je laisse la place à la représentante de cette association qui va nous dire un petit mot avant la signature officielle que nous voulions faire devant vous, et on l'a fait pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour la signature de cette convention entre Avec Santé et l'association Coactis Santé que je suis très heureuse de représenter aujourd'hui. Je m'appelle Dorothée Montagutelli, je suis médecin ressource de l'association et j'exerce par ailleurs comme pédiatre dans un centre de compétences maladies rares. Alors Coactis Santé, c'est une association d'intérêt général qui a été fondée en 2010 et son but c'est de favoriser l'accès à la santé et aux soins des personnes qui vivent avec un handicap, comme cela vient d'être dit. Alors, vous connaissez peut-être le baromètre national de l'accès aux soins Handifaction qui dit grosso modo que 25% des personnes qui répondent sur le site déclarent ne pas pouvoir accéder aux soins dont elles ont besoin. Alors, au-delà de ce chiffre, eh bien, il existe des solutions et c'est tout l'enjeu du partenariat qui est formalisé aujourd'hui. Coactis Santé a fédéré très rapidement une communauté d'acteurs autour de cette cause, des professionnels de santé, des patients bien sûr en premier, des associations de patients, des structures médico-sociales, des institutions, des établissements de santé, j'en passe. Et nous avons 2 outils, Santé BD et handiconnect.fr, avec lesquels nous voulons équiper les patients, leurs aidants et les professionnels de santé pour rendre la santé accessible au plus grand nombre. Toutes nos productions sont en accès libre sur Internet. Nous avons des financements essentiellement publics. Alors, en plus de la mise à disposition de ces outils, nous participons tout au long de l'année à des actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé, des étudiants en santé et du grand public sur ce sujet de l'accès à la santé et aux soins pour les personnes qui vivent avec un handicap. Nous mettons aussi en évidence, nous promouvons de nombreuses initiatives inspirantes ou exemplaires. Alors l'objectif du partenariat que nous signons ce matin est de mener ensemble, avec vous, vos équipes pluriprofessionnelles, des actions communes et complémentaires partout en France. Diffuser, améliorer, enrichir les outils et les ressources au service de la santé des personnes qui vivent avec un handicap, c'est ça, la feuille de route du voyage pour lequel nous embarquons tous ce matin avec cette signature, avec les pieds sur terre et déjà la tête dans les étoiles. Merci beaucoup. Merci Madame Montagutelli.
Allez, la signature devant les flashs de la presse internationale. Tu connais Et je pense qu'on peut applaudir cette signature. Merci beaucoup. Pascal, vous restez là avec moi. On enchaîne avec la deuxième table ronde. Merci beaucoup. Merci à tous. On enchaîne avec la deuxième table ronde de la matinée. Rendez-vous dans les étoiles à présent. L'évolution de l'ACI, accord conventionnel interprofessionnel MSP, la recherche en soins primaires et l'innovation en équipe. Et je vais demander à Thomas Fatome, Monsieur Thomas Fatome, DG de la CNAM, de venir me rejoindre, ainsi que Cécile Lambert, rapporteure générale de l'article 51. Et donc Pascal Gendry, vous restez à mes côtés pour cette table ronde. Venez nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Quelques éléments de contexte avant de démarrer la discussion. Le financement des MSP et de leurs professionnels doit répondre aux besoins d'accompagnement global des usagers dans l'accès aux soins, comme d'ailleurs dans les parcours de santé. Les besoins sont de plus en plus complexes et nécessitent des collaborations coordonnées. Les équipes attendent beaucoup des négociations conventionnelles en cours, de la CIMSP, mais aussi de la suite donnée aux expérimentations article 51 dont on va parler, après des évaluations positives, des innovations mises en place. Ces négociations seront-elles à la hauteur des défis d'aujourd'hui ? Je vais vous poser la première question. Monsieur Fatome, bienvenue, merci d'être là. Donc les ACI-MSP sont d'une grande importance pour favoriser ces collaborations et la dynamique d'équipe au sein des MSP. Dites-nous dans quel contexte se sont ouvertes ces négociations ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, très heureux d'être parmi vous. J'essaie d'être fidèle à ces journées qui sont toujours extrêmement dynamiques, extrêmement impressionnant de voir cette force en mouvement, j'ose dire. Et peut-être c'est ça le contexte, c'est que cette dynamique de création des maisons de santé se poursuit, leur implémentation sur le territoire aussi, les chiffres ont été redonnés sur le nombre de professionnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes, d'autres professions. Bien sûr, je ne les cite pas toutes. Et donc, voilà, comment nous pouvons, du côté de l'assurance maladie, continuer à soutenir la création de ces maisons, le plan 4000, comment on peut soutenir l'action de ces maisons au quotidien, augmenter leur capacité à faire, leur capacité de coordonner, leur capacité de faire équipe, leur capacité de faire de la santé publique. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a ouvert ces négociations au mois de décembre. Déjà 4 séances, on pourra certainement y revenir dans le détail, mais avec la conviction que voilà, on doit continuer à soutenir ce modèle, qui n'est pas un modèle exclusif, on a déjà eu l'occasion de le dire, mais qui est un modèle qui, évidemment, recueille de plus en plus l'adhésion des professionnels de santé et des patients. Gérard Raymond le disait aussi tout à l'heure. Donc voilà, et je crois pouvoir dire, mais comme en plus on a le plaisir d'avoir maintenant autour de la table avec Santé comme observateur, je pense un climat honnêtement constructif. C'est pas toujours facile. Il y a évidemment beaucoup de voix qui peuvent porter des positions, mais le sentiment d'un bon collectif autour de cette négociation, et j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Alors, quelle est la température à quelques semaines, on va dire, de la fin de ces réunions ? Écoutez, moi je la considère qu'elle est bonne, cette température. Elle ne monte pas trop haut, ouais. et elle n'est pas trop basse. Non, plus sérieusement, on a posé les termes de la discussion. Comment on simplifie le modèle. C'est vrai que le modèle de financement, il s'est un peu sédimenté, il s'est un peu complexifié. Comment on simplifie pour les acteurs. Je le disais, comment on renforce la capacité à faire. Assistant médical, on y reviendra sûrement, coordonnateur, comment on accompagne la professionnalisation, infirmier d'équipe et de parcours de coordination, je fais attention au terme, infirmier de parcours et de coordination, comment on peut soutenir la santé publique. Et puis Cécile, je pense, Lambert y reviendra, comment aussi on transforme dans le droit commun des expérimentations du 51 qui sont très importantes. Donc ça fait déjà un menu assez chargé. Ouais. Voilà, après, comme toute négociation, voilà, on a posé les bases, on va rentrer dans le vif du sujet dans les prochaines négos, on va rentrer dans les discussions évidemment financières, on est prêt à accompagner financièrement cette négociation, à mettre de l'argent de l'assurance maladie en plus
dans un contexte financier qui est très difficile, on est prêt à le faire. Bon voilà, maintenant, horizon du printemps, voilà, il faut qu'avant l'été on ait fini, ça c'est indispensable, parce que derrière il faut que ça se déploie. Donc moi je reste optimiste, même si c'est toujours pareil, le dernier kilomètre, les derniers 100 mètres de négo sont toujours les plus difficiles. Pascal Gendry, donc est-ce que vous partagez cette vision? Et puis dites-nous ce qu'apporte ce statut d'observateur qui est acquis depuis un an maintenant avec Santé dans ces négociations. Alors déjà, je vous rappelle, rebonjour. On est ravis d'accueillir Cécile Lambert et Thomas Fatome, des fidèles, mais aussi, on le voit dans ces négociations, des partenaires. Et partenaires avec qui on peut échanger et construire. Alors, oui, si on est observateur, ça veut dire aussi qu'on a acquis ce statut de représentativité aussi, cette étape de représentativité. Et ça, c'est grâce à tout ce gentil et beau public. C'est parce qu'on est nombreux dans toutes les régions. On est vraiment le symbole du pluripro et d'une dynamique particulière. Et on apporte, on espère en tous les cas par ce statut d'observateur, un plus par rapport aux partenaires conventionnels habituels. Statut d'observateur, on ne fait pas que regarder, quoi, en fait. On travaille, on propose, on discute, on participe à la négociation. Au final, malheureusement, on ne signera pas, puisque ce n'est pas nous qui sommes signataires. Ça veut dire aussi, quelque part, on n'a pas complètement toutes les cartes en main, mais avec des partenaires aussi, avec une volonté forte d'avancer, tels que l'assurance maladie, mais aussi nos partenaires syndicaux. On voit aussi qu'il y a une volonté de construire des choses nouvelles, simplifier. Enfin, je crois que c'est aussi une volonté commune qu'on partage. On est arrivé aussi à un ACI qui est quand même compliqué, avec notamment j'ai une pensée très forte pour nos amis coordinateurs et coordinatrices qui s'arrachent parfois les cheveux pour faire le bilan de cet ACI. Et la simplification, c'est aussi un élément, j'ai envie de dire, d'attractivité, parce que parfois, on considère cet ACI, ces indicateurs, comme peut-être quelque chose qui peut faire peur, une espèce d'usine à gaz qui peut-être empêche à certaines équipes de franchir le Rubicon et de rentrer dans la grande communauté des maisons de santé. Et quelque part, quand on a une volonté politique d'aller vers 4000 maisons de santé en 2027, il faut qu'on simplifie aussi les règles de financement de ces équipes. Alors il y a des enjeux forts. Ce n'est pas parce qu'on simplifie que les enveloppes doivent diminuer. C'est clairement pas une simplification du zéro après la virgule. Et ça aussi, c'est aussi créer de nouveaux, en fonction des réalités des équipes, avoir les pieds sur terre, essayer de trouver des modalités de reconnaissance de missions qui sont assumées par les équipes et pas forcément toujours reconnues, et avec aussi des limites qu'on sait partager par l'ensemble du public. On ne peut pas non plus baser tout ce financement des équipes sur la seule patientèle des médecins traitants. Alors, ma seconde question, elle est pour vous deux, à la fois Thomas Fatome et Pascal Gendry. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce nouvel avenant en termes, vous l'avez dit Pascal, en termes de simplification, en termes de mission confiée au MSP, en termes de rémunération aussi? J'ai commencé par peut-être en effet rebondir sur ce que vient de dire Pascal Gendry. Comme j'ai eu l'occasion de venir souvent, j'ai pu mesurer, et dans nos discussions fréquentes avec Santé, dans mes visites des maisons de santé aussi, bien sûr. J'étais encore à Vesoul vendredi dernier, on a pu échanger avec un certain nombre de porteurs de maisons de santé. Ils sont là, je les ai vus, oui, je les ai vus tout à l'heure. Eh bien, il y a quelque chose sur lequel on va franchir le Rubicon, c'est cette reconnaissance de l'équipe. Puisque ce qu'on a posé, et je sais que c'est attendu, on a eu longtemps ces discussions, patientèle, médecin traitant, quid de la reconnaissance de la présence des autres professionnels de santé, quid de la
quelque part, du soutien à l'équipe en tant que telle. Donc ce qu'on a posé sur la table dans la négociation, et on a commencé à le faire de manière un peu concrète, c'est comment dans la rémunération de la maison de santé, on prend en compte ce qu'on a appelé cette file active d'équipe. Voilà, qui vient reconnaître le fait que, vous savez qu'on nous on ne renie pas le médecin traitant, on renie pas, voilà, ça c'est complémentaire, mais se dire que quand un patient est pris en charge dans la maison de santé, ça veut dire que derrière il y a une équipe, un médecin et d'autres professions de santé, et que comment on peut finalement valoriser cet exercice coordonné, cette prise en charge en équipe. Et donc on propose de commencer par la file active d'équipe autour des patients chroniques, autour des affections de longue durée. C'est un socle qu'on veut construire. Donc je crois que c'est, voilà, je dis parce que je pense que c'est un mouvement important qu'on fait du côté de l'assurance maladie, mais qu'on fait sans avoir, entre guillemets, le pistolet sur la tempe. On le fait parce qu'on a réfléchi, on a travaillé avec Santé, on a travaillé avec les syndicats, et je crois que c'est le moment de passer le cap de cette reconnaissance de l'équipe au travers de cette file active, et je pense qu'on pourra construire des choses extrêmement utiles. Après, voilà, c'est le premier élément. Si vous me demandez d'aller plus loin aussi, j'ai évoqué les fonctions de coordination, les fonctions d'appui. C'est que finalement, comment, quelque part, on peut vous aider, muscler la capacité de la maison de santé à affronter ces différentes missions. Et pour ça, je l'ai dit, professionnalisation des coordinateurs, assistant médical. Il faut qu'on arrive dans cette négociation à faire que, voilà, on trouve un mode pour que la maison de santé puisse accueillir, embaucher un assistant médical. C'est un peu technique, mais là, je suis confiant, on va y arriver. On n'a pas réussi la dernière fois, dans la négo précédente. Moi, je pense qu'on va y arriver. Et puis, il y a l'idée aussi qu'on puisse soutenir, finalement, l'intervention d'infirmiers, de parcours et de coordination dans aussi les maisons de santé. Parce qu'on pense qu'au travers des missions de prévention, de parcours, d'éducation thérapeutique, de soins non programmés, et bien derrière ça, il y a la nécessité aussi de reconnaître, de valoriser, de soutenir financièrement l'intervention d'un ou d'une infirmière de parcours et de coordination. Donc tout ça, c'est des briques qu'on a posées dans la discussion. Il y a plein d'autres choses, on y reviendra avec Cécile sur le 51, avec la santé publique aussi. Mais je me dis que si on arrive à la fin de cette négo à avoir un modèle un peu simplifié, mieux valorisé, des coordonnateurs, des assistants médicaux, des infirmiers de parcours et de coordination, je pense qu'on aura, et une file active d'équipe au-delà des soutiens financiers qui existent déjà, je pense qu'on fera œuvre utile voilà, au bénéfice de ce modèle-là. En tout cas, c'est l'ambition de l'assurance maladie. Pascal ? C'est rigolo par rapport à la plénière précédente. Parce que là, quelque part, ces négociations ont pour but d'aller vers plus en équipe. On n'a peut-être pas eu tout à fait la réponse à la question tout à l'heure. Et là, on l'a concrètement. On l'a concrètement parce que reconnaître la file active d'équipe, c'est aussi aller vers du plus en équipe. C'est aussi reconnaître que les patients complexes, les patients au moins, mais on le sait, à partir du moment où on est capable de le faire pour les patients complexes, les pathologies chroniques, les patients en ALD, on est aussi capable de le faire pour d'autres patients. Et la première étape, il faut aussi, on est dans le cadre de négociation, ça veut dire aussi qu'il faut faire bouger les choses, mais petit à petit, step by step. Et là, de rentrer dans cette notion de file active commune, plutôt que d'être sur un modèle uniquement basé sur la patientèle médecin traitant, c'est déjà une forte avancée. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'on va aller dans du plus en équipe. Sur l'assistant médical, je vais revenir sur les trois axes qui ont été évoqués par le directeur. Sur l'assistant médical, bien sûr qu'on peut déjà, la CISA est un groupement d'employeurs, on peut déjà embaucher un assistant médical, mais quelque part, le contrat ou la contractualisation, les objectifs sont portés par un médecin et un médecin seul. Or, quelque part, les objectifs, s'ils sont partagés par l'équipe médicale, c'est aussi un point qui nous semble très, très important. Et on passe donc à un assistant qui, avec des indicateurs en face d'augmentation de patientèle qui sont
partagé collectivement par l'équipe médicale de la MSP. Alors ça voudra dire aussi que derrière, il faudra peut-être, si c'est la MSP qui recrute l'assistant médical, peut-être modifier un peu nos statuts, nos règlements intérieurs pour protéger aussi tous les associés d'une CISA. Mais c'est un élément extrêmement important. Il y a la négo, mais les maisons de santé auront aussi un petit peu de travail pour adapter aussi leur statut et leur règlement intérieur. Deuxième point, la coordination. Ça fait trop d'années qu'on entend des coordinateurs en difficulté dans les maisons de santé avec un poste qui n'est pas assez valorisé, pas reconnu. Et quelque part, un des enjeux forts de cette ACI, c'est de favoriser encore plus la reconnaissance du poste de coordinateur de l'équipe, maillon central de la dynamique d'équipe. Ça veut dire aussi que ce coordinateur doit être formé, mais avoir une quantité de temps de travail suffisante pour animer une équipe. Et ça veut dire aussi quelles sont des conditions de travail qui lui soient adaptées. Et les enveloppes ACI qui seront allouées permettront justement d'asseoir cette fonction de coordination, tout en rappelant que parallèlement avec le ministère et avec le HESP, on travaille un référentiel de compétences qui va aussi bien améliorer, on espère, la reconnaissance de cette fonction de coordination. J'espère que ça répond à un besoin attendu de tous. Et troisième axe, alors les maisons de santé assument déjà des missions ou ont le potentiel pour assumer des missions de prévention, pourquoi pas même au-delà des rendez-vous de prévention qui sont assumés par des professionnels de la maison de santé, pourquoi pas le faire assumer par quelqu'un d'autre dans une mission allouée par la structure, des missions de prévention, d'éducation à la santé, des missions d'assistance entre guillemets au parcours, des missions qu'on peut réfléchir. Oui, ça peut bien sûr une infirmière d'équipe, mais bien sûr d'autres professionnels assument ces missions. Mais il faut aussi réfléchir à la reconnaissance des missions qui sont effectuées. Et puis l'assistance aux soins non programmés, on a été dans une table ronde précédente où on incite les maisons de santé à répondre aux problématiques d'accès aux soins non programmés. Mais c'est pareil, il faut aussi que nos structures soient aidées pour répondre à l'accès aux soins non programmés des patients qui sont hors patientèle médecin traitant, car actuellement, il n'y a pas du tout d'intérêt ou d'assistance financière pour que la maison de santé réponde aux soins non programmés pour des patientèles qui ne sont pas des patientèles médecins traitants. Or, elle développe déjà des organisations qui ont besoin d'être reconnues. Le financement d'une assistance par une infirmière d'équipe est sans doute un des éléments importants. Mais pas que. Alors, avant d'entendre Cécile Lambert, une dernière question à tous les deux. Messieurs, la fonction de coordination évolue à grands pas vers une reconnaissance métier, se professionnalise, on l'a dit. Comment, de votre point de vue, ce nouvel ACI va-t-il soutenir cette dynamique ? Je crois qu'on a commencé un peu à l'évoquer, ce triptyque, finalement, entre ce coordonnateur, un assistant médical, une infirmière de parcours et de coordination. D'abord, moi, peut-être insister sur le fait que ce qu'on souhaite du côté de l'assurance maladie, c'est proposer des possibilités, rendre possible des organisations. Pas imposer un modèle, on ne met pas les gens dans des cases, on ne met pas les professionnels dans des cases et on ne met pas des organisations dans des cases. Donc, rendre possible, selon l'histoire, la taille, l'envie, la maturité de la maison de santé, qui a envie de dire, nous, on a envie d'aller plus loin, on a envie de travailler avec un assistant médical. Nous, on a envie d'aller plus loin sur l'accompagnement de nos patients, l'éducation thérapeutique, et on sent que, on pourrait travailler avec un infirmier ou une infirmière. Notre boulot à nous, Assurance Maladie, c'est de rendre ça possible, parce que par ailleurs les patients nous le demandent, et Gérard Raymond le disait aussi, parce que l'accès aux soins est un défi immense, ça a été
été redit par le ministre, redit par Marie Daudet également. J'en profite aussi d'ailleurs, et sans faire de démagogie, pour remercier l'investissement des maisons de santé autour de l'action de trouver un médecin traitant pour des patients en ALD qui n'en ont pas. La mobilisation des MSP, elle a été remarquable. On commence à avoir des statistiques, on n'a pas encore de recul, mais le taux de patients en ALD sans médecin traitant au global, il a baissé de 25% entre début 23 et fin 24. Quand on regarde un peu les stats, on s'aperçoit que dans les maisons de santé, c'est allé plutôt plus vite et plus fort qu'ailleurs. Il ne s'agit pas là non plus, comme toujours, de donner des bons ou des mauvais points, ce n'est pas le sujet. Mais moi, je voudrais dire qu'il y a eu des échanges nombreux avec les maisons de santé. On a construit le plan ensemble, d'ailleurs. On n'a pas, voilà, le plan d'action, il a été complètement co-construit avec Santé. Et on voit que ça a produit des effets. Donc, voilà, on parle beaucoup exercice coordonné, on parle beaucoup parcours de soins, on parle beaucoup de prévention. Maintenant, c'est voilà, au fur et à mesure, de quels outils ont besoin les professionnels dans les maisons, comment les maisons veulent s'organiser. Notre boulot à nous, c'est de ne pas se faire à la place, c'est encore une fois de rendre possible ces différents modes de coordination. Et j'allais dire ensuite à vous, entre guillemets, de vous en saisir. Et vous avez des attentes du côté des patients et de l'assurance maladie. Pascal ? C'est sympa de bosser avec des partenaires qui veulent construire et se consolider les maisons de santé. On a quand même des enjeux aussi qui sont forts en termes de santé publique, avec aussi les équipes sont très créatives et quelque part aussi c'est consolider aussi les actions qui sont déjà faites par les équipes, notamment en leur donnant la possibilité de construire des actions de santé publique. Mais par contre, ça veut dire aussi quelque part, on a des challenges importants en termes d'indicateurs de santé publique. Et ça, il faut que collectivement, on sait qu'on est peut-être un peu plus efficace sur trouver des solutions pour les patients en ALD, mais aussi on sait on doit être, puisqu'on est un collectif pluripro et on est capable d'avoir des outils, des protocoles, un système d'information partagé qui doivent nous donner la capacité d'être plus forts en termes de dépistage des cancers ou en termes de vaccination. Et ça, c'est important aussi. Ce nouvel ACI va traduire ça. Sans doute, en tout cas, c'est une des pistes évoquées par l'assurance maladie. Il faut vraiment qu'on se mobilise sur ces enjeux de santé publique et quelque part qu'on n'ait pas peur de ces indicateurs de performance, en tous les cas, sur ce dépistage et la vaccination. Il faut qu'on soit au rendez-vous collectivement. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste pour rebondir, moi, je pense qu'en effet, c'est bien de se redire qu'il faut trouver l'équilibre entre soutenir les projets locaux de prévention, et on est là pour ça, et de se dire aussi que comment, quelque part, on crée le socle qui fait que sur vaccination et dépistage, j'allais dire tout simplement, mais quand on voit nos performances, elles sont parfois d'ailleurs bonnes, il ne faut pas non plus, il faut les regarder dans le détail, où est-ce qu'on est sur la grippe, sur HPV, sur les enfants, etc. Et il y a des sujets sur lesquels on est très performant, il y a des sujets sur lesquels d'autres pays sont moins bons que nous. Mais en même temps, quand on regarde, et nos indicateurs de dépistage organisé des cancers, il se trouve que l'assurance maladie a repris depuis début 2024 tout le cycle d'invitation au dépistage organisé des cancers. On est en train de mettre notre force de frappe au service de cette ambition. On a créé 7 plateaux d'appel sortants qui appellent des centaines de milliers, 3 millions de personnes qui ont été appelées en 2024 pour leur proposer le dépistage. Mais ça ne marche, évidemment. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. On a appelé les personnes pour leur proposer de se faire vacciner. Ça ne marche que, bien sûr, si derrière, on a cet appui, cette mobilisation des effecteurs. Et je pense que c'est évident que les maisons de santé sont des acteurs majeurs. Donc, comment on peut mettre du plus et de se dire, si vous avez des super indicateurs de santé publique sur vaccination, dépistage, on n'invente pas le fil à couper le beurre, c'est simple, c'est clair, c'est net, ça se mesure, eh bien, il y aura un soutien financier supplémentaire de l'assurance maladie. C'est ça ce qu'on a aussi commencé à mettre sur la table de la négociation lors de la dernière séance. Alors, avant d'entendre Cécile Lambert, je fais juste un petit aparté parce qu'on reçoit beaucoup de questions et merci beaucoup pour toutes les questions que vous nous adressez sur Slido. Continuez à nous les adresser. Vous l'avez compris, le programme est chargé, le timing est serré, donc si on a le temps, nous prendrons les questions. En tout cas, merci et continuez à nous les adresser. Cécile Lambert, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes, je l'ai dit, rapporteur général de l'article 51 depuis octobre 2024, c'est-à-dire que vous pilotez le dispositif de soutien à l'innovation en santé co-porté par la CNAM et le ministère de la Santé depuis 2018 et qui porte donc ce nom d'article 51.
Cet article, il soutient les acteurs de terrain qui souhaitent tester de nouveaux modèles, changer les organisations et les pratiques et accompagne les mutations du système de santé au-delà des négociations conventionnelles, on va dire, et des différents forfaits mis en place ces dernières années. Des expérimentations, on l'a rappelé, ont été menées dans le cadre de cet article 51 pour tester donc, de nouvelles organisations en santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces expérimentations article 51 qui ont été mises en place en MSP? Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc l'article 51, je ne sais pas si vous le connaissez bien. Non? Oui? Bon. En 3 mots, les spécificités de ce dispositif de soutien à l'innovation. D'abord, c'est un large champ de dérogations qui sont autorisées aux porteurs de projets sur l'organisation, le financement des soins, mais aussi les compétences des professionnels de santé. Donc on a un peu une punchline quand on présente le 51, on dit que c'est le seul dispositif public qui soutient les hors-la-loi dans le système de santé, puisque les expérimentateurs sont hors la loi pendant l'expérimentation. C'est là qu'on va chercher les vraies innovations, parce qu'on repousse vraiment les limites actuelles du système de santé. La deuxième spécificité, c'est qu'on est un dispositif à la main des acteurs de terrain. Je dirais que 95% des expérimentations du 51 viennent d'équipes de soins sur le terrain. Alors, je vais parler un peu plus de 2 experts qui s'appellent IPEP et PEPS. Là, pour le coup, c'est venu de la CNAM, donc ce n'est pas très représentatif. Mais en général, donc nos experts, elles viennent du terrain et on a eu en effet des MSP qui sont porteuses, coporteuses et partenaires de ces expérimentations et je reviendrai dessus. Et puis la troisième originalité du 51, c'est que si l'évaluation à la fin elle est positive et qu'on pense qu'il y a une vraie valeur pour le système de santé, on a une gouvernance qui permet d'aller vers l'entrée dans le droit commun. On met autour de la table tout au long du processus les directions du ministère et la CNAM. Et sur les expés qui sont terminées aujourd'hui, elles ne sont pas toutes terminées, on a 50% des expérimentations qui sont en voie de transposition dans le droit commun. Donc nous, on considère que c'est un taux important de réussite. Ça veut dire qu'il y a des propositions qui sont faites par le terrain, évaluées et qui vont vraiment changer les pratiques, les organisations et les possibilités offertes aux offreurs de soins, enfin à vous, les acteurs du système de santé. Donc sur les expés du 51, donc on en a lancé 158, on continue d'en lancer, c'est pas terminé, donc ce chiffre il évolue tout le temps. On en a décompté 21 expérimentations qui ont concerné les MSP. Et je peux vous dire à peu près quelle était la logique de ces expérimentations. Je vais essayer de schématiser parce que c'est difficile de parler de toutes, vous voyez, ce serait trop long. Donc, on a eu des expérimentations qui consistent vraiment à donner corps à cette idée de passage de la notion de médecin traitant à équipe de soins traitantes. Donc, beaucoup de MSP sont venus avec des propositions de réorganisation des soins en interne de la MSP pour tirer tout le potentiel des professionnels présents. On a eu beaucoup d'expérimentations qui ont travaillé le binôme médecin-infirmier, notamment. Donc, on sent que dans ces expés, on recherche à trouver de l'harmonie dans le fonctionnement pluriprofessionnel, à vraiment tirer le meilleur aussi du potentiel de chaque profession dans les limites de sa compétence et même parfois un petit peu au-delà, parce qu'on a pas mal de MSP qui sont allés sur ce terrain-là. On a aussi beaucoup de MSP qui se sont investis pour mettre en place de nouveaux parcours pour les patients. Alors, en 2025, on va mettre en place les premiers parcours coordonnés renforcés. Donc, qu'est-ce que c'est un parcours coordonné renforcé? Il y aura, les premiers, ce sera l'obésité, les situations d'obésité sévère, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire. Donc, c'est un parcours, donc une prise en charge dans toutes les dimensions de la prise en charge, coordonnée donc avec une valorisation du temps de coordination qui est nécessaire pour la mise en place de ce parcours, et renforcée puisqu'on va ouvrir la prise en charge, le financement par l'assurance maladie de professionnels de santé ou d'actes qui ne sont pas aujourd'hui remboursés par l'assurance maladie, en allant donc sur des professions diététiciens, ergo, psychomotes, activités physiques adaptées. On va aussi valoriser l'éducation thérapeutique, l'éducation du patient comme élément du parcours dans ces parcours coordonnés renforcés. Et ça, on a des MSP qui ont été partenaires du développement de ces parcours et qui les ont déjà mis en œuvre pour leurs patients. Les MSP, elles pourront être porteuses de ces PCR, de ces parcours, elles pourront les organiser sur le territoire si elles sont volontaires pour le faire. Le troisième axe sur les expés, c'est on a eu beaucoup d'expés qui ont cherché à faciliter l'accès à l'expertise
externes à la MSP, des expertises médicales en particulier, qui ne sont pas directement intégrées dans la MSP. Par exemple, l'expertise psychiatrique, par exemple, l'expertise en cardiologie, etc. Donc, on a eu beaucoup d'experts qui consistent à faciliter l'accès pour le médecin généraliste, pour l'équipe traitante, à ces expertises extérieures. Et puis, le dernier axe, c'est qu'on a eu des expérimentations qui ont cherché aussi à apporter des meilleures réponses au public vulnérable. On a une MSP, par exemple, qui porte toujours un article 51 pour les soins des plus précaires, donc les personnes en situation d'errance, à l'intérieur de la MSP. C'est très difficile à faire quand on reste dans le cadre actuel d'organisation et de financement des MSP. Donc on a testé avec eux un modèle d'organisation et de financement, par exemple, pour ce public. On a aussi beaucoup accompagné des projets vers les personnes en perte d'autonomie qui ne peuvent plus se déplacer ou plus difficilement vers la MSP, vers les cabinets. Et donc, on a cherché aussi à voir comment on pouvait projeter, c'est pas un très joli mot, mais en tout cas, envoyer en proximité des professionnels de santé en relais de l'équipe de soins traitantes pour ces personnes. Donc, j'ai essayé, à très grands traits, de dire ce qu'on a testé. On m'a dit aujourd'hui, parce que c'est ce qui vous intéresse, de parler de IPEP et de PEPS, puisque IPEP va sans doute être l'objet d'une traduction dans la négociation actuelle. Là, on est directement sur des objets de réforme de financement de la MSP. Donc IPEP, c'est un financement complémentaire qui n'est pas substitutif au financement des MSP et qui rétribue la MSP pour l'atteinte d'objectifs sur des indicateurs de qualité. C'est un vrai levier de mobilisation des équipes qui ont testé IPEP autour des projets de soins. On voit que ça réorganise les pratiques médicales. Ça permet de réinvestir aussi dans des projets au service des patients. Donc on a eu une évaluation très positive de cet expé. Aujourd'hui, on est en train de discuter les conditions de son entrée dans le cadre conventionnel. Et puis on a PEPS. Alors là, c'était différent. C'était une rémunération forfaitaire de type capitation. Qui a été testé en première, donc là substitutif à un certain financement, qui a fait l'objet d'un premier test, centre de santé et MSP. Alors, à la fin, il n'y avait plus que deux MSP dans PEPS. Voilà. Donc, on avait des résultats néanmoins encourageants au global sur ce que ça avait apporté aux équipes, mais c'était insuffisant, notamment sur le degré d'adhésion de MSP à ce modèle. Donc, on a lancé une deuxième expérimentation qui s'appelle PEPS 2. Voilà, il n'y a pas de surprise. Et qui vise à essayer de consolider ce modèle en tirant les enseignements des limites qu'on a constatées dans la première, dans le XP. On a 10 MSP qui sont engagés aujourd'hui dans PEPS 2, avec des retours plutôt très positifs pour l'instant. Donc, on espère qu'on va réussir à maintenir l'intérêt et la dynamique des MSP participantes et qu'on arrivera à dégager un modèle pour tous à l'issue de cette expérimentation. Et puis, un certain nombre de MSP sont engagés également dans l'expérimentation SECPA. Qu'en est-il de leur avenir ? Il y a des SECPA. Y a-t-il des SECPA dans la salle ? Oui. Alors, SECPA, ça veut dire structure d'exercice coordonné participative. C'est ça. Le premier terme, c'était communautaire, mais on l'a enlevé. Voilà, en gros, c'est une approche de santé communautaire selon la définition de l'OMS. On a donc un financement spécifique des SECPA. On a des centres de santé moitié-moitié sur les structures. Il y a 36 structures engagées, moitié centre de santé, moitié MSP. Donc on a un financement complémentaire pour financer, par exemple, il y avait plusieurs domaines, la médiation en santé, l'interprétariat, l'accompagnement à l'accès aux droits sociaux et puis aussi l'accès aux soins psychologiques, d'accompagnement psychologique qui ne faisait pas encore l'objet au lancement de SECPA d'un remboursement par l'assurance maladie. Donc on a terminé l'évaluation de SECPA. Hier, parce que je savais que je venais, j'ai envoyé au Conseil stratégique donc de l'innovation en santé, dont Avec Santé fait partie, notre avis pour la fin d'EXP, le Conseil stratégique rend un avis qui est positif sur la généralisation de SECPA. Et donc on va ouvrir à la suite de cet avis positif. Alors désolé, c'est un peu techno, mais ce qu'on appelle une période transitoire, c'est-à-dire on aura 12 mois pour préparer la transposition dans le droit commun. Au cours de ces 12 mois, on maintient en condition opérationnelle les structures qui existent, donc on leur permet de continuer à fonctionner dans les mêmes termes qu'aujourd'hui.
Et donc, on va ouvrir concrètement les travaux pour cette entrée dans le droit commun. Évidemment, le principal sujet, je le dis sans phare, c'est le modèle économique retenu in fine. Pardon, si en plus je perds mes petits papiers. Et donc, on va construire ce modèle économique autour des 5 briques essentielles qui ont été identifiées pour SECPA, donc qui financent cette approche de santé communautaire dans les structures. Alors, vous avez commencé à en parler, mais voilà, on voit des expérimentations qui poussent à la forfaitisation au sein des MSP, lieu propice à tester de nouveaux modèles de financement. Qu'est-ce qu'il en est du devenir de ces nouveaux modes de financement dans le droit commun, justement? C'est pour moi ou... Oui, c'est... En tout cas, Cécile l'a évoqué, dans notre jargon, ça s'appelle PEPS 2. C'est-à-dire que voilà, c'est en effet d'élargir et de prolonger l'expérimentation qui a permis à un certain nombre de centres de santé et de maisons de santé de complètement transformer leur mode de rémunération, puisque là-dedans, il n'y a plus de rémunération à l'acte, et on bascule entièrement à une logique de forfait. Et donc, on avait 2 MSP qui sont allés au bout de PEPS 1, et là, on a plus d'une dizaine de MSP, et en effet, Cécile le disait, plutôt très, très dynamique, très engagé. Après, ça rejoint aussi à la fois l'intérêt du 51 puis l'intérêt d'aller plus loin. C'est, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire rendre possible de ce type de choses. Parce que c'est pas neutre de basculer sur un mode de rémunération collectif de cette ampleur-là. C'est très transformant, entre guillemets. Ça veut dire voilà, une certaine forme de maturité, un projet collectif de santé vis-à-vis des patients et en interne. Mais en tout cas, voilà, ça se déploie et ça se déploie bien. On a quasiment dû refuser, entre guillemets, des candidats. Voilà, ça montre qu'il y a de l'appétence. Et puis, Cécile l'évoquait également, IPEP, c'est-à-dire là, pour le coup, c'est pas alternatif, mais c'est une rémunération supplémentaire pour des MSP, éventuellement des centres de santé qui veulent s'engager sur des indicateurs à la fois de qualité et d'efficience. Voilà, et bien ça, là aussi, évaluation positive d'IPEP. Et ce qui est intéressant, et Cécile l'évoquait aussi, c'est que il y a une super dynamique sur les articles 51, voilà, et on est fan, on est partie preneur de ce programme. Et après, la clé, c'est comment on passe en droit commun. Et l'article 51 a été très bien construit, c'est parce qu'il y a une évaluation, il y a un process, c'est réfléchi en termes de système d'information pour se dire, une fois qu'on a évalué, c'est bien, mais comment on fait pour déployer dans le droit commun? Et l'intérêt, et là on retombe sur nos pieds, l'intérêt c'est de remettre ces sujets-là en négociation. Et ce qu'on a proposé dans la négociation ACI, c'est qu'on dit, ben voilà, IPEP, il y a eu des pionniers, évaluation positive, comment, dans quelles conditions on peut le proposer aux maisons de santé qui le souhaiteraient, avec sans doute un cahier des charges, parce que là aussi, il faut un peu de maturité, il faut un peu d'organisation, il faut vouloir y aller. C'est du plus, pas obligatoire, c'est pas des contraintes, c'est du plus, mais voilà, il faut s'engager dans une forme de cahier des charges, c'est un peu exigeant. Mais comme les résultats montrent que ça génère de la qualité des soins, ça génère aussi, dans la situation qu'on connaît, c'est pas inutile, des dépenses d'assurance maladie quelque part mieux utilisées. Ça permet de monter des projets, évidemment. Cette rémunération, elle vient soutenir, là aussi. C'est pour ça que ça nous a fait réfléchir sur, souvent, c'est des recrutements d'infirmiers, c'est des recrutements de coordinateurs de parcours, etc. Donc, notre objectif, c'est qu'on puisse proposer, en effet, de basculer dans le droit commun, pas systématiquement, mais pour les maisons de santé qui le voudraient, un modèle type IPEP-like. On va l'adapter, bien sûr. C'est tout l'enjeu de la discussion aussi qui va se poursuivre. Alors, le temps passe très vite en votre compagnie. Oui, Pascal. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Et c'est là que les problématiques de capacité de généraliser ce type de dispositif en passant par le système conventionnel peut avoir ses limites. Et de là, l'intérêt d'être observateur de ce qui se passe. Parce que si les maisons de santé ont été moteurs et sont moteurs de beaucoup de systèmes de contournement du seul paiement à l'acte pour aller vers des paiements plus modernes et différents et complémentaires du paiement à l'acte, c'est aussi parce qu'elles y trouvent un intérêt collectif, quoi, en fait. Et c'est là que le système conventionnel actuel va montrer son efficacité à pouvoir généraliser ou pas ce type de nouveaux modalités de rémunération des équipes. Et si, en tant qu'observateur, on observe que ce n'est pas possible dans le cadre conventionnel actuel, il faudra en tirer toutes les conséquences et nous, on est prêt à devenir signataire de conventions particulières. Alors,
Je le disais, le temps passe très vite en votre compagnie, mais j'ai encore peut-être une question. On va élargir un petit peu le spectre et prendre un peu de hauteur, parce que les MSP se revendiquent aussi comme acteurs de l'innovation. À tous les trois, quelles innovations vous semblent les plus intéressantes pour transformer le système aujourd'hui? Peut-être qu'on peut démarrer avec Cécile Lambert. Vaste sujet, j'en ai conscience. Je n'ai pas du tout préparé cette réponse, je suis désolée. Pour transformer le système de santé. Thomas Fatoum, peut-être? Je ne sais pas, moi je trouve que... Je défends donc un dispositif qui s'appelle l'article 51 qui donne la main aux professionnels de santé. Bien sûr. Donc là, votre question, elle est un peu... c'est pas moi qui décide, en fait, voilà. Donc je suis surtout intéressée par l'échange et parce que le terrain ressent comme là où il y a besoin de faire bouger les lignes. Bien sûr. C'est ça qui nous anime aussi. Donc je suis désolée, je contourne un peu votre question. Il n'y a pas de souci. Thomas Fatoum. Non, en tout cas, je trouve qu'il y a un domaine qui n'est pas un terrain vierge, loin de là, mais sur lequel on pourrait se dire que, à la fois, il y a déjà des maisons de santé qui innovent, y compris d'ailleurs dans le 51, mais au-delà, mais qui a un énorme enjeu sur lequel l'assurance maladie, on va essayer de se pencher encore davantage dessus dans notre charge des produits de juillet, c'est le domicile. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes des équipes, où généralement on va retrouver quand même des médecins et des infirmiers dans des maisons de santé. Voilà, on voit bien que ce qu'on a devant nous, c'est l'amplification de ce tsunami démographique et de pathologies chroniques, qui est évidemment spectaculaire, 300 à 400 000 affections de longue durée de plus par an. Et l'accélération du vieillissement va évidemment encore amplifier ce qu'on voit aujourd'hui, et on en discutait avec un certain nombre d'entre vous, a fortiori vu la tension sur la ressource médicale, de comment on organise la prise en charge à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire, y compris en termes de rémunération des professionnels, en termes de téléexpertise, de télésurveillance, de téléconsultation, de téléconsultation assistée. Et là-dessus, il y a déjà des choses qui se font sur un certain nombre de prises en charge. Je pense à Rémidom notamment, du côté du 51, mais je pense, et je le dis en plus avec beaucoup de naïveté ou vraiment de modestie, qu'on n'a pas mis ce sujet-là au cœur de la négo MSP, donc je ne le pense pas comme tel. Par contre, quand je vois ce qui se... Voilà, plus je me dis, voilà, la coordination des acteurs autour du domicile du patient, je pense que les maisons de santé sont déjà, on n'a pas besoin de nous, sont déjà un acteur de ça, et sans doute qu'on aurait besoin de construire encore davantage. Pascal, peut-être un mot sur la recherche en soins primaires, sur cette question. La recherche en soins primaires, c'est un élément aussi central de l'évolution, en tous les cas, des maisons de santé, parce que on sait bien que la recherche en soins primaires en France est un peu balbutiante, quoi, en fait, mais là, il y a une dynamique qui est portée par le ministère pour lancer enfin une vraie réflexion autour de la recherche en soins primaires, et pas simplement sur comment on soigne telle ou telle pathologie par une amélioration des médicaments ou des examens complémentaires, mais comment aussi nos organisations peuvent produire des approches nouvelles et intéressantes pour la santé publique et aussi pour le bien-être de chaque concitoyen. Donc la recherche en soins primaires, c'est vraiment un axe très important. Il y a un axe très important aussi dont on n'a pas parlé, mais qui est un nouvel axe de ces négociations conventionnelles. On en parlera cet après-midi dans un atelier, mais c'est tout ce qui tourne autour des problématiques de santé environnementale et de décarbonation de notre système de santé. On doit, nous, collectivement, professionnels de santé, se mobiliser pour répondre à un défi. On est habitué de répondre aux défis de démographie en professionnels de santé, en problématiques de santé publique posées par nos patients, mais on a aussi quelques enjeux planétaires qui font que notre système de santé a un impact sur le bien-être de notre planète. Et quelque part, c'est un des points aussi auxquels c'est un défi pour nous et qu'on va travailler ensemble avec l'assurance maladie alors via peut-être un financement spécifique dans le cadre de l'ACI, mais bien au-delà, il faut qu'on mobilise nos troupes ensemble pour participer à l'effort collectif. Thomas Fatoum, oui, tout à fait. Je pense qu'on fait un peu de publicité pour l'atelier qui aura lieu en début d'après-midi. On se retrouvera en effet, un peu teasing, puisqu'on parlera de ce sujet-là. On s'est fixé, nous, une règle simple, c'est qu'on souhaite que dans toutes nos négociations avec les professionnels de santé, interpro ou monopro, on ait une brique transition écologique. On
On l'a fait avec les médecins, on l'a fait avec les pharmaciens, on l'a fait avec les kinés, on l'a fait avec les transporteurs. Faire du transport partagé, c'est aussi, voilà. Eh bien, les maisons de santé, c'est évidemment un lieu dans lequel, à la fois d'ailleurs, la décarbonation du système de santé, la lutte contre le gaspillage, la juste prescription, et puis les enjeux de santé-environnement, qui sont évidemment des enjeux sur lesquels on souhaite aussi encore davantage s'investir. On a vu tous les débats sur le Nutri-Score. On peut se féliciter que ça y est, l'arrêté sur le Nutri-Score est signé. Et donc, cet outil très utile pour les patients voilà, va voir le jour. Et au-delà de ça, voilà, donc rendez-vous cet après-midi, puisqu'on partagera comment aller plus loin sur la santé-environnement. Et parce que vous êtes très bon, eh ben, j'ai 2 minutes pour prendre une des nombreuses questions qui nous a été adressée à tous les deux, Pascal et Thomas Fatome. Question donc du public. Pour faire avancer les choses, Avec Santé doit devenir signataire des ACI. Quand est-ce que nous allons passer ce cap? C'est quelque chose qu'on nous demande depuis quelques années. On a failli y être, mais bon, il y a des 49.3 qui passent, tout ça. Enfin bon, bref, c'est aussi compliqué et le portage politique doit être au rendez-vous pour qu'on passe ce cap de signataire. Bon, là, on est déjà observateur. Regardons comment se passent ces négociations conventionnelles. Regardons comment aussi, comme je le disais tout à l'heure, on peut généraliser des articles 51 via le système conventionnel. Et puis après, faudra en tirer les conclusions, quoi, en fait. Mais c'est vrai que notre mouvement représentatif a peut-être besoin d'être encore plus reconnu au niveau du système conventionnel. Mais, moi, je l'ai dit depuis 2-3 ans. Mesurons le chemin parcouru. D'abord, quand bien même Avec Santé n'était pas observateur, on avait pris évidemment la bonne habitude de beaucoup échanger, discuter, et ça a beaucoup nourri évidemment les ACI successifs. Je pense que ce rôle d'observateur est une étape. Et je crois qu'elle est assez fructueuse. Moi, en tant que directeur général de l'assurance maladie, je le dis, je n'ai aucun problème à ce qu'un jour, Avec Santé soit signataire. Après, ça ne relève pas, entre guillemets, de mon pouvoir de décision, puisque ça appartient au Parlement, in fine, au gouvernement qui peut le proposer, au Parlement qui peut le voter. Donc voilà, peut-être un jour, dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale ou autre, il y aura cette évolution. Ça ne posera pas de difficulté à l'assurance maladie. Pascal, vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Non, bien, enfin, puis, alors on n'est pas signataire, mais quand même, on verra aussi, je parle de savoir si nos partenaires signeront l'évolution des négos conventionnels, mais monsieur le directeur, ça dépend des enveloppes qui seront allouées aux maisons de santé dans les négociations conventionnelles. Alors, on verra en fonction aussi des enveloppes si quelque part on a les moyens de nos ambitions, on sollicite forcément un appui marqué de changement d'orientation des politiques vers plus de maisons de santé et plus d'équipes. Merci infiniment à tous les trois. Merci Cécile Lambert, merci Thomas Fatome, merci Pascal. Et pour clôturer notre plénière numéro 2, je vais demander à Emmanuel Barlerin, Emmanuel Hardy de l'UNIPA, de venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour annoncer la sortie du guide IPA. Sous les applaudissements de la foule en délire. Au pupitre. Oui. La team Emmanuel. Voilà, vous pouvez flasher d'ores et déjà le QR code qui s'affiche. Alors, effectivement, ce guide IPA, c'était un guide qui était très attendu tant par l'UNIPA que par les membres des maisons de santé et les IPA, évidemment, avec cet objectif d'intégrer encore mieux les IPA dans les maisons de santé, puisque vous êtes quelques-uns, quelques-unes. Mais voilà, on avait envie de soutenir encore plus cette intégration et du coup d'aller vers ce métier, parce qu'on n'a plus envie de dire nouveau métier, mais vers ce métier qui a une part très importante dans nos équipes. Donc voilà comment on a co-construit avec les équipes d'Emmanuel. Et voilà, je vais te laisser la parole. On est ravis de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est une avancée qui nous fait plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, un projet qui nous tenait à cœur, la création du guide de l'implantation des IPA en maison de santé.
un guide en 3 parties. Premièrement, on a fait les compétences et un petit peu le cadre professionnel de l'IPA. En deuxième, vraiment tout ce qui est réglementaire et législatif. Et en troisième, comment on implante concrètement avec des témoignages, parce que ça marche au sein des équipes. Ça marche au sein des équipes et on a besoin des équipes pour exercer. Et on adore l'exercice pluriprofessionnel, la collaboration pluriprofessionnelle étant une des compétences de l'IPA au niveau international, et ça c'est très important. Et le but étant d'améliorer la prise en soin des personnes soignées. Et donc voilà, je voudrais remercier tous les co-auteurs, donc Karine qui est là, Karine Renaud, Martin Mérindol et Laurent, parce que c'est important le collectif. Et surtout, Leïla, je voulais te remercier parce que tu nous as accompagnés pendant plus d'1 an avec un travail vraiment formidable. Et donc merci pour tes compétences et ça a été un réel plaisir de travailler à tes côtés pendant cette année. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, vous pouvez flasher le QR code pour télécharger le guide. Vous voulez rajouter une dernière chose ou c'est bon? Non, je voulais juste dire qu'il était disponible du coup avec le QR code sur Super. le site d'AVEC Santé et voilà. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette plénière numéro 2. À suivre, le défi rameur interfédé sur l'espace Cali, là où vous pouvez trouver toutes les fédés régionales dans le hall exposant. Et on se retrouve à 14h pour les conférences. Excellente pause déjeuner à tous et merci beaucoup.